Alors, on va parler maintenant des moyens et des approches pour un accompagnement adapté aux parents aidants. Et avant ça, on va partager quelques chiffres et puis une vidéo d'une maman aidante qui n'a pas pu être là et dont on souhaitait partager le témoignage. Donc, sur les chiffres, on voudrait juste partager quelques chiffres clés d'une enquête Opinionway. Je crois que c'est même pas la peine de rentrer dans le détail des chiffres. On voit bien que en rouge, c'est ce dont on a besoin et en vert, c'est ce qu'on obtient. Donc, on voit que sur l'ensemble des besoins des familles, ne serait-ce que voilà, le besoin d'un accueil en centre de loisirs pour un enfant, le besoin d'un accueil sur des temps périscolaires, tout ce qui est la prise en charge dans des structures d'accueil, on est très en dessous aujourd'hui des besoins des familles. Pareil pour des activités culturelles et sportives, pour la possibilité de partir en vacances, de trouver un séjour ou des solutions de babysitting. Donc là, on est beaucoup autour notamment de la prise en charge et des solutions de répit. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un énorme écart entre les attentes des familles et les solutions trouvées. Et donc, on va parler de solutions et de manières de mettre en place des solutions dans cette table ronde. Et pour démarrer, on va démarrer sur une note positive. On vous propose de découvrir le témoignage d'Audrey. Audrey, qui est la maman d'un enfant qui est en situation de handicap et qui va nous parler de son expérience en Norvège. Et elle appelle ça « Comment faire différemment pour permettre l'épanouissement des familles ». Je l'ai découvert suite à la naissance de Nils à la maternité, donc nous étions en Norvège à ce moment-là. Et il a été transféré en soins intensifs dans notre hôpital. Et là, les médecins nous ont convoqués pour discuter. Il y avait un traducteur, donc tout de suite on a vu qu'il y avait quelque chose potentiellement de grave. Et on nous a annoncé la suspicion de trisomie à quelques heures après la naissance de Nils. On a parlé de Down syndrome. Et en France, on dit trisomie 21, donc je ne savais pas ce qu'était le Down syndrome. Donc j'ai pas compris. J'ai juste vu mon mari qui, lui, était à la limite de faire un malaise. Et là, tout de suite, je sais qu'est-ce qui se passe. Et là, il m'a dit le terme trisomie 21. Et ça a été un choc, en fait. Donc, j'ai pas fait de malaise, mais enfin, c'est vraiment votre corps vous lâche, quoi. Alors, tout est facilité dans le sens où on n'a eu aucun dossier administratif, aucun papier à faire. C'est-à-dire que nous étions convoqués pour tous les rendez-vous de suivi médicaux, l'hôpital, etc. Nous n'avions pas à appeler pour prendre les rendez-vous, donc aucune charge administrative là-bas. On nous a tout de suite proposé un suivi avec une rencontre de parents avec des enfants porteurs de trisomie 21. Et je dirais là-bas, Nice n'a pas été perçu. Enfin, j'avais un enfant. On allait avoir des difficultés, mais il a été considéré comme un enfant classique en fait. Donc tout de suite, voilà, tout était en place. Alors, ayant aussi un congé parental ou maternité selon si c'est le papa, on a 1 an, donc on n'a pas à s'inquiéter par rapport au travail. Puisque tout était en place. Mon mari, qui lui travaillait pour tous les rendez-vous, il y a des congés maladie lui permettant d'être là tout le temps, à chaque rendez-vous avec nous deux. Donc vraiment aucune contrainte en fait administrative ou liée au travail, puisque tout est mis en place pour que tout le monde soit là. Là-bas, quand tout enfant qui naît a une place en crèche dès ses 1 an, et les parents ont un choix à faire selon les endroits qu'ils préfèrent. Donc ils ont 3 choix à faire et ils croisent tous les doigts pour être à côté de chez eux, mais c'est pas automatique. Et Nils, lui, était prioritaire. Le premier choix, le choix on voulait, il était prioritaire pour rentrer, pour que tout soit le plus simple dans la gestion. Et tous les suivis qu'il pouvait avoir étaient faits dans son lieu de vie. Donc soit à domicile, soit à la crèche en fait. Ce qui pouvait permettre à nous, parents, de continuer notre activité sans se soucier de l'orthophoniste, du kiné, du physiothérapeute, etc. Puisque tout était fait sur son lieu de vie.
comme je le dis souvent, je me suis rendu compte que j'avais un enfant différent et porteur de handicap en arrivant en France, en fait. De par ce suivi, de par cette carte qu'il devait avoir avec sa petite tête de bébé dessus. Donc c'est vraiment en rentrant en France que j'ai marqué cette différence, puisque là-bas, je ne l'avais que pas perçu, à part effectivement qu'il allait souvent au rendez-vous à l'hôpital. Mais au contraire, tout était facilité par rapport à des enfants valides, en fait. Où moi, du coup, il était prioritaire pour aller à la crèche, etc. Où tout était facilité. Donc c'est vraiment à notre tour. J'ai pu remarquer qu'il y avait quelque chose de différent. Il n'y a pas ces regards dans la rue, parce que déjà, on voit énormément, on voit les enfants différents, les adultes différents porteurs de handicap dans tous les actes de sa vie, en fait. Même un enfant ou un adulte en fauteuil nourri par sonde va prendre le métro, puisque tout est adapté, pour aller au port, dans une cafétéria. Donc toutes ces personnes-là sont dans la vie quotidienne, ont été à l'école, ont été au Barnehage dès leur plus jeune âge. Donc il n'y a pas ces regards, il n'y a pas ces questionnements, il y a une positivité, en fait, aussi. Moi, quand j'ai annoncé à mon travail que j'avais un enfant porteur de trisomie 21, j'ai pas eu cette chape qui tombait. Ah d'accord, et vu que tout est mis en place, l'employeur ne va pas avoir peur, puisque tout le système social est adapté avec ses systèmes d'absence, etc. Donc il n'y a pas cette peur, en fait, d'avoir un enfant porteur de handicap, parce qu'on sait qu'on peut continuer son activité, en fait. Et c'est expliqué dès le départ. Nous l'a expliqué lors de cours qu'on a eu à l'hôpital avec d'autres familles ayant des enfants porteurs de trisomie 21 sur les 6 derniers mois. Tout est expliqué par un travailleur social, les droits, etc. Donc ce qui rassure les parents, en fait, sur leur avenir. Bon, ça fait rêver, ça permet de mesurer le chemin à parcourir aussi. Et donc, on va donner la parole maintenant, dans un premier temps, à Aurélia Gérin. Donc, Aurélia, on l'a vu tout à l'heure, elle est responsable solution chez BabySafe, donc chargée de développer de façon opérationnelle toutes les solutions adaptées au parcours des assurés. Mais elle est aussi, et c'est à ce titre-là qu'elle va intervenir, engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d'accompagnement inclusif au travers du case management. Et ça, en tant que directrice de l'association française de case management depuis 2019, elle essaye de développer cette pratique dans le champ du handicap, mais pas que. Puis on donnera la parole à Anne-Sophie Roturier. Anne-Sophie, elle est infirmière et elle a fondé la Cagnotte des Proches, que peut-être vous connaissez. La Cagnotte des Proches, c'est une start-up sociale au service des familles qui doivent financer de gros restes à charge dans des situations de maladie, de handicap ou de décès. Donc à ce titre, elle est très régulièrement en contact avec des familles qui sont confrontées au handicap ou à la maladie de leur enfant. Et enfin, Bastien Klepper, qui est kinésithérapeute, spécialisé dans la question de prévention santé et cofondateur de K3W, qui est une société innovante dans le champ de la prévention santé par les professionnels de santé à tout âge de la vie. Et donc qui s'adresse à ce titre-là en conjuguant une approche humaine, la pédagogie et l'aide technologique à la question de l'accompagnement non seulement des personnes en situation de handicap, mais de tout leur écosystème, incluant notamment les parents. Donc on va commencer avec Aurélia, donc qui va nous présenter, nous dire tout ce qu'elle sait sur le case management en moins de 10 minutes. Du coup, j'ai pris des notes parce que je suis assez intarissable sur le sujet, donc c'est pour être sûr d'être à peu près synthétique. Donc oui, j'ai changé de casquette depuis ce matin pour vous parler du case management qui a été nommé tout à l'heure par David. Donc c'est un terme un petit peu barbare qui désigne en fait un processus d'accompagnement qui va s'affranchir complètement des modèles de prise en charge classiques, puisqu'on va être non pas sur une approche en silo, mais sur une approche agile, où on va actionner et décloisonner en fait toute la prise en charge pour gérer des situations complexes.
Un peu la spécificité de ce dispositif, c'est que l'accompagnement est réalisé par un professionnel, la plupart du temps soit un professionnel de santé, soit du secteur médico-social. Et cette personne va être le référent unique de la situation. Donc le case manager évalue la situation, mais selon une approche systémique. C'est-à-dire qu'on sait que dans les cas complexes, tout est un petit peu emmêlé. Donc là, il va faire un peu le bilan de la situation médicale, sociale, professionnelle, familiale. Et on sait qu'en agissant sur chacun de ces paramètres, on arrive à dénouer les situations complexes. La façon dont travaille le case manager, c'est de travailler vraiment en partenariat avec le bénéficiaire. Il va l'aider en fait à fixer des objectifs et surtout à trouver toutes ses ressources, alors ses ressources personnelles, mais aussi les ressources qu'il a dans son environnement pour atteindre ses objectifs. Et dans ce rôle d'accompagnement, il est aussi chargé de mettre en lien le bénéficiaire avec les professionnels qui se trouvent autour de lui ou pas, ou qui va apporter à son propre réseau. Et il va coordonner leur intervention, mais dans le sens où le case manager est vraiment là pour fixer le cadre et donner le sens. Faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble, mais surtout en s'assurant que c'est bien le projet du bénéficiaire qui reste au centre de la prise en charge. Et là, on insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment un dispositif inclusif qui met l'autodétermination au cœur de la démarche. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui va décider en fait de la façon dont elle veut construire son parcours. On ne va pas raisonner en un résultat qui serait fixé par exemple par une institution qui dirait bon, bah, voilà, dans ce cas-là on veut pouvoir placer telle personne en institution. Si ce n'est pas le choix de la personne, on fera en sorte de l'aider à atteindre ses objectifs. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont dites ce matin et je retiens vraiment la notion de singularité. Chaque histoire est différente. Et puis dans le témoignage de Céline, on voyait très bien que quand l'assistante sociale et la psychologue de l'hôpital lui ont dit on va tout faire pour que vous puissiez vous arrêter de travailler, elle a eu un mouvement en disant mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc cette singularité-là, il faut qu'elle puisse être aussi respectée et qu'on puisse accompagner en fonction du projet que s'est fixé le bénéficiaire. Donc, alors pourquoi case management ? En réalité, il n'y a pas de traduction satisfaisante en français. On parle parfois de gestionnaire de cas, mais qui est une expression que j'aime pas beaucoup parce que je la trouve très administrative. Moi, je préfère le terme management de situations complexes parce que ça rend bien compte justement du travail de pilotage qui est fait par le case manager. Mais étant donné que la version anglaise est plus synthétique, je garde le terme anglais. Un terme qui est né aux États-Unis en fait dans les années 70. C'était pour désigner l'intervention de travailleurs sociaux qui accompagnaient en fait les populations défavorisées qui souffraient de maladies chroniques et qui n'avaient pas d'accès aux soins. Et puis les pays anglo-saxons ont un petit peu filé cette idée-là. Il y a plein de choses qui sont développées, notamment au Canada, qui eux sont arrivés sur un modèle très abouti et très intégré du case management, notamment dans le champ de la santé mentale. Et en fait, au Canada, il existe des structures qui vont organiser tout le parcours des usagers qui ont besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. En fait, tout se passe sur place. Donc on a, alors là, en l'occurrence, là-bas, on les appelle les gestionnaires de cas, qui vont coordonner l'intervention de tous les professionnels de santé, également des travailleurs sociaux, et qui vont se charger de toutes les démarches administratives. Et c'est d'ailleurs ce que décrit Audrey avec le système norvégien. En Norvège, donc il y a un référent de parcours qui est en l'occurrence, alors elle en parlerait mieux que moi, mais qui en l'occurrence en employé municipal, qui est une sorte de guichet unique, qui va organiser tout le suivi médical et social, et puis également aussi mettre en place des solutions sur le lieu de vie. Et donc par exemple, ça peut être aussi des auxiliaires de vie qui sont payés par la municipalité et qui vont intervenir au domicile des bénéficiaires. Et puis ils prennent en charge toute la partie administrative, hein, ça fait un petit peu rêver, hein, de dire qu'il n'y a pas de papier à faire. Alors en France, qu'est-ce qu'il existe en termes de case management depuis 2016, un peu dans la mouvance du rapport Piveteau, il y a des dispositifs d'accompagnement hors les murs qui se développent. Je voulais parler ici un petit peu plus précisément des PCPE, qui sont les pôles de compétences et de prestations externalisées, parce qu'ils interviennent pas mal dans le champ de la petite enfance. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont portés par des associations, qui sont financés par les ARS dans le cadre d'appels à projets.
Et donc, ce sont des coordinateurs de parcours qui sont chargés en fait d'intervenir pour coordonner sur le territoire l'intervention de tous les professionnels du secteur, que ce soit du secteur public, du secteur privé, et pour faire en sorte effectivement de prévenir les ruptures de parcours. Dans les faits, ils agissent la plupart du temps en tant que pompiers de service, c'est-à-dire quand la rupture a déjà eu lieu et où ils essayent un petit peu de raccrocher les wagons. Donc on est plus en réaction qu'en prévention aujourd'hui. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Et donc, je ne pourrais pas vous donner un mode d'emploi aujourd'hui des PCPE parce qu'il en existe une centaine sur le territoire et qu'en fait, chacun a son propre modèle de prise en charge. En fait, il n'y a pas de cadre réglementaire aujourd'hui qui permettrait d'inscrire vraiment de façon durable ce type d'accompagnement dans le secteur médico-social et donc de le pérenniser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le champ de l'assurance ? Il y a beaucoup d'assureurs parmi nous aujourd'hui. Le case management, c'est génial. Voilà, ça permet de lier l'indemnisation au projet de vie, de se dire qu'on va donner du sens finalement à tout cet aspect financier pour répondre sur mesure à des situations complexes. En Suisse, par exemple, c'est la caisse d'assurance maladie qui va orienter ses bénéficiaires, par exemple, d'une rente invalidité de travail, qui va permettre de compenser partiellement la perte de revenus. Vous les orientez vers un case manager libéral qui va les aider à trouver un métier, à se réinsérer professionnellement pour pouvoir maintenir leurs revenus. En France, le case management n'est clairement pas aujourd'hui la norme dans le processus d'indemnisation. Je suis la première à le déplorer. Ceci étant, voilà, on peut espérer que des modèles tels que celui qu'on met en place avec BabySafe, là je change de casquette, mais voilà, où on met en place vraiment l'accompagnement au cœur du système d'indemnisation, on peut espérer que ça va ouvrir la voie à de nouveaux modèles de prise en charge. Globalement, en France, le case management se développe de façon complètement empirique. C'est vraiment les expériences menées sur le terrain qui vont permettre de valider la pertinence de tel ou tel modèle d'accompagnement. Et d'ailleurs, les observateurs internationaux nous titillent un petit peu là-dessus, donc notamment les Québécois qui sont assez avancés sur le sujet, où il y a beaucoup de... Donc je pense notamment à Yves Couturier, qui est un universitaire qui a beaucoup écrit sur le sujet. Ils vont dire c'est génial en France. Vous faites plein de trucs, vous êtes super créatifs, voilà, donc c'est top, vous êtes très agile, etc. Mais à un moment donné, ça serait bien, si vous souhaitez un peu pérenniser ce modèle-là, de s'orienter vers un modèle de prise en charge un peu plus intégré et de s'appuyer sur les modèles qui ont fait leurs preuves pour poser un cadre réglementaire. Alors, comme souvent, c'est la question du financement qui est au cœur du débat, parce qu'on ne va pas se le cacher, le case management, c'est un modèle qui est coûteux. Voilà, c'est un accompagnement personnalisé, on a un référent dédié. Par exemple, dans les PCPE que je citais tout à l'heure, où ils ont des files actives à peu près de 100 dossiers, les coordinateurs de parcours vont dire qu'ils n'ont pas le temps de faire vraiment du sur-mesure et d'aller sur le terrain au contact des personnes. Donc, ils trouvent des relais sur place pour déléguer, mais à 100 dossiers, on ne peut pas faire du case management vraiment, on va dire, complètement, enfin aller vraiment au bout du projet. Et donc la réponse, quelque part, elle viendra certainement d'une articulation en bonne intelligence entre tout ce qui existe aujourd'hui, le public, le privé, l'associatif, l'entreprise, l'assurance, parce que tout le monde se complète finalement. Et ça permet effectivement d'arriver à allier et maximiser toutes ces solutions pour faire du sur-mesure. Ce qui est important, ce qui me paraît moins important, mais voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est que le case management, ça devienne une norme dans le domaine de la prise en charge. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait la reconnaissance d'un métier. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une fonction. Donc on plaide pas mal pour la reconnaissance d'un métier à travers notamment un diplôme d'État. Donc aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire, notamment au niveau de l'université de Tours. Mais on n'en est pas encore à la reconnaissance d'une formation diplômante avec un titre. Et puis au niveau de l'asso, c'est également là-dessus, on plaide pour que ça soit reconnu et que ça s'intègre et que ça devienne vraiment la norme dans le paysage médico-social aujourd'hui. Voilà. Merci Aurélien. On va passer.
Alors, on va passer la parole à Bastien, qui est comme Monsieur Jourdain. Il a fait du case management sans le savoir. Et donc, l'idée, c'est que vous pouviez partager, en fait, l'approche de K3W. Donc, et voilà, de quelle manière est-ce qu'il y a un accompagnement de l'écosystème, en fait, au travers de ce que vous proposez. Donc, du coup, juste pour poser le cadre, K3W, voilà, il faut voir ça comme une société créée par des professionnels de santé pour créer une innovation en prévention santé. L'innovation, c'est pas nécessairement technologique. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire allier l'humain et le technologique pour profiter de tous les outils qui nous entourent. On accompagne les aidants. Et là, on va prendre les parents aidants. Et d'abord, pour poser le cadre, je vais vous parler de la médecine libérale pour voir comment on peut arriver à faire progresser ça dans la vie quotidienne des gens. Un kiné libéral, quand il reçoit un patient en cabinet, donc dans le cas d'un enfant polyhandicapé, la première chose qu'il va faire pour les parents aidants, ça va être de les soulager de cet aspect technique de la prise en charge. Il va prendre en charge l'enfant. Et puis, il va aussi sensibiliser, informer, former, peu importe le terme qu'on va utiliser, le parent aidant sur l'évolution de la pathologie de l'enfant. Mais ça, il va le faire dans le cadre de sa prise en charge et il va le faire de manière probablement peu poussée. L'idée que nous, on a voulu faire chez K3W, et c'est ce pourquoi on a créé un produit qui n'existait pas jusqu'alors en France, tout du moins, pour les parents aidants, ça va être de justement prendre un temps spécifique avec le parent aidant, avec des informations avec les parents aidants, avec des informations sur l'enfant, sur son handicap, pour pouvoir lui offrir un visu plus ou moins moyen-long terme de comment va se développer en fait l'enfant et la pathologie, notamment à travers le développement neuromoteur de cet enfant. Dans certains cadres, dans certains types de polyhandicap, on va avoir une évolution, dans d'autres types une autre. Et là, l'objectif, ça va être d'offrir un visu aux parents, justement, pour gagner en sérénité. La maman de Nils nous l'a dit dans sa vidéo, elle a tout de suite été prévenue de plein de choses, on lui a expliqué comment ça allait se passer. Et rien que le fait d'expliquer, déjà, permet de rassurer la personne qu'on va voir en face de nous. Et puis, on a créé un deuxième modèle pour pouvoir faire en sorte que les parents évoluent dans l'environnement naturel de l'enfant. Donc, c'est chez eux, en stimulant la motricité libre ou ce qu'on va pouvoir stimuler chez l'enfant pour en fait créer ce lien aidant-aidé, donc parent-enfant aussi, hein, et puis savoir quel jeu je peux faire avec mon enfant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon enfant au quotidien pour à la fois le stimuler, pas être délétère, et puis pour prendre part, faire ce que tous les parents ont le droit de faire avec leur enfant, en fait, avoir une activité avec leur enfant, partager des choses avec leur enfant. Dans la deuxième chose qu'on a jugé important de mettre en place chez K3W, ça va être de pouvoir offrir un accompagnement adapté, un soulagement des parents à travers les crèches. Et pourquoi les crèches ? Parce que souvent, ce qui est reporté, nous, ce qu'on a vu de manière clinique avec les patients, c'est qu'en crèche, on n'a pas forcément confiance en les compétences des personnes qui sont présentes dans les crèches. On se dit peut-être qu'il ne saura peut-être pas s'occuper de mon enfant, ou à contrario aussi, dans les crèches, les professionnels qui vont se dire je ne saurais pas forcément accompagner ce genre de pathologie. Notre idée, ça a été de créer on va appeler ça des formations, à destination du personnel de crèche qui vont permettre d'attester un certain niveau de compétences dans le domaine du handicap, du polyhandicap, qui va pouvoir permettre en fait surtout d'enlever une barrière. Ça va être cette barrière de la confiance ou du manque de confiance qui va pouvoir y avoir entre les aidants et entre les parents donc du coup de l'enfant et la crèche, et puis surtout sécuriser le travail du personnel de crèche dans ce genre de prise en charge. Ce modèle, c'est un modèle qui est un peu compliqué. On sait que dans les crèches, c'est difficile de dégager du temps au personnel pour le former. Donc du coup, on a créé une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'on a des kinés de K3W qui sont spécialement formés au handicap, à la petite enfance, qui interviennent directement sur site auprès des enfants avec les professionnels de crèche pour justement les rassurer déjà dans un premier temps, et puis assurer un socle de compétences qui vont leur permettre d'évoluer toujours dans la même thématique. Et puis une dernière chose, quelque chose qui est très important dans les démarches RSE aujourd'hui, pour bien des raisons, ça va être de pouvoir offrir des choses aux aidants qui sont présents dans les entreprises. Nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises
à ce niveau-là. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a un groupe Casino, le groupe The Adeco Group, Dover Company, etc., qui mettent ça en place pour leurs salariés aidants. Et on arrive à résoudre plusieurs problématiques. Déjà, il y a le chiffre du nombre de parents aidants qui ne disent pas qu'ils sont parents aidants. On a la moitié, un peu plus, qui ne le disent pas. On a réussi à faire augmenter un petit peu la participation des parents aidants, tout simplement en mettant en place des actions sur site ou en entreprise qui vont être sous le régime... ils y vont de manière volontaire, sans avoir forcément besoin de se préinscrire avant. Et ils vont à l'intervention proposée par un professionnel pour pouvoir échanger avec ce professionnel-là et sur diverses thématiques. Je pourrais vous les énumérer, mais ça ne vaut pas la peine, puis il y en a beaucoup. Mais on a regroupé ça, nous, sous le nom de l'école des aidants. Et c'est ce qu'on met en place en entreprise. Qu'est-ce qu'on utilise comme financement ? On utilise les fonds OPCO. Pour pouvoir mettre ça en place dans les entreprises, on le fait sous le régime de la formation, on est Calliope. Et les personnes s'inscrivent, viennent, font ce qu'ils ont à faire et repartent. On fait aussi des webinaires, on organise plein de choses au sein des entreprises. Et ça a de nombreux bons effets. Déjà, il y a le fait que les salariés qui ont la possibilité de recevoir ça, on l'a dit et on ne cessera jamais assez de le répéter, mais il y a quand même un engagement supplémentaire qui se crée au niveau de l'entreprise, une relation de confiance. Et ils en gratifient très souvent leur employeur. Et puis même, on apporte quelque chose qu'on ne pense pas forcément nécessaire, mais qui finalement l'est. Ça va être le comportement, et là je parle au sens large des aidants, mais ça marche très bien avec les parents aidants, ça va être le comportement que les personnes vont devoir avoir dans leur quotidien pour ne pas s'épuiser. 92% des parents aidants décrivent un épuisement. C'est pas rien, puisque c'est quasiment 100%. Et en fait, tout ça, l'épuisement, il est lié au quotidien. Et comment on aborde le quotidien ? Alors oui, il y a toutes les questions, bien sûr, qui sont très très importantes et qui sont même les plus importantes de financement, de je vais à droite, je vais à gauche, etc. Puis il y a aussi les aspects techniques, parce qu'un aidant est un soignant. Et les aspects techniques du métier de soignant, quand on est soignant, on les apprend. Quand on est aidant, on les apprend sur le tas. Et quand on apprend quelque chose sur le tas, c'est toujours plus difficile et beaucoup plus fatigant que quand quelqu'un nous partage son savoir. Et c'est ce qu'on fait aussi à travers l'école des aidants, donc en entreprise, et que, on l'espère, on va arriver à généraliser à travers différents types de financement, les conférences de financeurs, tout ça, à la population générale. Super, merci Bastien. On va passer la parole maintenant à Anne-Sophie, donc, qui est la fondatrice de la cagnotte des proches, et qui est un dispositif qui est loin d'être uniquement une aide financière, mais on va voir justement comment est-ce que c'est un accompagnement qui permet d'offrir une aide à la fois financière, mais aussi thérapeutique aux personnes qui font appel au dispositif. Merci beaucoup pour l'invitation, Anne. Donc déjà, la cagnotte des proches, c'est la première cagnotte en ligne en France qui est dédiée aux familles impactées financièrement par une maladie, un handicap, un accident de la vie. Nous sommes une plateforme médico-sociale qui vient soutenir les familles ayant des restes à charge, donc dans le handicap, cancer, une maladie rare, dans les accidents de la vie. Moi, je suis infirmière de métier, je suis maintenant complètement consacrée à la plateforme, et j'ai vraiment été marquée par cette double peine financière qui était imposée aux familles, en plus de l'annonce du diagnostic. Et je le vivais vraiment comme une véritable injustice, et donc mon souhait a été de créer cette plateforme avec mon mari, je n'ai pas fait ça toute seule, et aussi de nous positionner comme une ressource complémentaire et surtout pas de remplacer les aides type Sécu, mutuelle, MDPH. Donc pour la genèse, forcément, qu'on le dit souvent, on ne tombe pas dans ces projets-là par hasard. Je suis tombée dans la marmite du handicap dès mon plus jeune âge, puisque ma sœur aînée a une grosse déficience mentale. J'ai vu ma maman renoncer à une vocation d'enseignante pour se consacrer aux prises en charge de Florence. Voilà, on ne se plaignait pas trop parce qu'elle a eu la chance d'avoir un parcours type IME, ESAT, foyer de vie. Donc voilà, c'est beaucoup moins lourd que certaines familles. Mais en tout cas, j'ai été témoin dès très jeune de familles qui vivaient un vide abyssal, une absence totale de solutions et qui subissaient vraiment le handicap, que ce soit au niveau des parents mais aussi des enfants. Voilà, des couples explosés, on en parle beaucoup de carrières aussi sacrifiées, des frères et sœurs cabossés par l'absence totale de solutions pour tous ces enfants fragilisés. C'est assez naturellement que je me suis orientée vers le métier d'infirmière. J'avais vraiment cette vocation, je voulais pouvoir accompagner les malades.
Et puis voilà, à 40 ans, on était aux États-Unis avec mon mari en expatriation. Et puis on s'est dit, ouais, il est peut-être temps qu'on se lance dans une initiative qui ait du sens. On avait envie vraiment de créer notre petite entreprise, mais comment la créer, vers quelle direction prendre. Et c'est là-bas on a découvert des plateformes, des cagnottes en ligne type GoFundMe, YouCaring, qui étaient vraiment hyper spécialisées sur ces prises en charge médico-sociales. Et en rentrant en France en 2013, on a fait le constat qu'il y avait plein de cagnottes qui sortaient de terre, mais très généralistes. Et on s'est dit, mais en fait, voilà, il y a vraiment un besoin, on en est convaincu, on va créer une cagnotte en ligne vraiment dédiée à ces familles fragilisées. Donc aujourd'hui, la cagnotte des proches, ça a 6 ans, c'est plus de 7000 familles accompagnées, on va atteindre aujourd'hui les 7 millions d'euros collectés. C'est une entreprise de 10 personnes avec un pôle support qui grandit d'année en année. Aujourd'hui, j'ai pu recruter 5 travailleurs sociaux qui travaillent au quotidien pour accueillir les familles, valider les projets et les accompagner dans cette recherche de financement. Voilà, je dis plateforme médico-sociale parce que au-delà d'être un outil technologique, on prend vraiment le temps nécessaire pour écouter la famille, parfois la consoler quand c'est nécessaire. Alors on n'est pas coach, on n'est pas psy, mais en tout cas, on a cette qualité d'écoute et très très régulièrement, je vais orienter ces familles vers les associations adaptées, vers les bons thérapeutes pour qu'ils prennent le relais en tant que professionnels et diplômés. Notre spécificité, c'est qu'on vérifie tous les projets, donc on va appeler chaque famille. C'est un temps humain qui est important, mais qui est absolument nécessaire pour bien qualifier le projet, le valider. Si on estime que la famille peut avoir des aides institutionnelles, il n'y a pas de sens pour moi de créer une cagnotte. Donc tout ça, on va le vérifier en amont. Et on va évidemment partager notre expertise, notre expérience pour les aider à collecter déjà dans leur réseau, parce que ce qui fait la force de ces cagnottes, évidemment, c'est d'abord le réseau, il ne faut pas se le cacher. Mais on a un studio intégré là, qui va aider les familles dans leur communication, où là, on peut parfois étendre les cagnottes à plus grande échelle, via des relais médias, via des posts sur les réseaux, via des témoignages, des podcasts. Et c'est aussi ce qui fait la force de notre service. En sachant que tout ça, on est un peu fou. on se rémunère au pourboire. Ça a surpris beaucoup de personnes qui étaient vraiment extrêmement sceptiques au départ. Mais en fait, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que déjà, on en parle dans notre message. Aussi, quand on accueille les familles, on leur explique comment on se rémunère. Et aujourd'hui, les gens nous font confiance. Les donateurs nous sont aussi assez reconnaissants de tout ce qu'on peut apporter. Et donc, on a un peu sur le modèle des LOASO, c'est-à-dire qu'on a une contribution supplémentaire qui peut être faite au moment du don. Alors, concrètement, c'est peut-être important de parler de cas précis. Donc, je vous ai parlé dans le handicap particulièrement, on va aider les familles à financer du matériel médical, de l'aménagement, des soins de support, des thérapies non remboursées, pas mal de thérapies aussi à l'étranger, des thérapies innovantes. La voiture adaptée, c'est extrêmement lourd comme prise en charge, mais on le fait et on arrive en 12-18 mois à trouver des financements pour des voitures adaptées. Et évidemment, les cagnottes vont aussi pallier souvent aux baisses ou aux pertes de salaire lorsqu'un parent va s'arrêter de travailler. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le salarié aujourd'hui en France est sûrement mieux loti, je le vois, qu'une personne qui va faire le choix du libéral ou d'être en auto-entrepreneur. Les situations sont extrêmement difficiles pour ces gens-là. Des petits témoignages, c'était important d'en parler. Je repense toujours à la famille d'Enzo qui n'était jamais partie en vacances. On se dit mais comment c'est possible ? La mer est jamais très loin, mais ils n'avaient pas de voiture pour faire voyager la famille. Et donc, grâce à l'achat d'une voiture, avec la générosité de tout le monde, ils ont pu partir en vacances, partir en week-end. Ça c'est une grande victoire. Je pense aussi à Martin. Alors, il a un fauteuil roulant, mais sauf que dans le sable, on ne peut pas pousser son fauteuil roulant, c'est impossible. Donc, on ne va pas à la plage, on fait autre chose. Et grâce à une cagnotte, ils ont pu financer une 3e roue assez innovante qui permet au fauteuil d'être tout terrain. Et toute la fratrie est partie à la plage. Et c'est des grands cadeaux. Et je pense aussi à Fabien. Alors ça, je le vois souvent dans le cas d'accidents de la vie, de gens qui se retrouvent paralysés comme ça du jour au lendemain. Mais Fabien, lui, il est IMC.
Et ben, IMC avec un fauteuil électrique, on ne le met pas dans une Twingo. Alors une Twingo, oui, on en trouve à 5-10 000 euros, c'est simple, mais quand il s'agit de mettre un fauteuil électrique dans une voiture, et ben, tout de suite, c'est plutôt 60-90 000 euros. Et Fabien, extrêmement bon communicant, a pu trouver aussi les financements. Et c'est aussi, une voiture, c'est au-delà de la mobilité, du loisir, c'est aussi l'accès à l'emploi. Moi, je suis consternée de voir tous ces gens qui restent enfermés chez eux avec la hache parce qu'ils n'ont pas de voiture pour aller travailler. Pour moi, c'est aberrant et l'État devrait vraiment aider dès le départ à financer cette voiture pour pouvoir transporter le fauteuil roulant. Et puis voilà. Et puis je pense aussi à Jamila. On est assez proche de l'association Un pas vers la vie là, qui accompagne les parents d'enfants autistes. Églantine Émeillé nous a contactés la semaine dernière pour aider Jamila. C'est une femme qui a un job, qui travaille chez Air France, qui est très heureuse, très bien accompagnée par son employeur, qui a la chance de pouvoir travailler à temps partiel, mais est de chez elle en télétravail, rien à redire, sauf que son fils, Tariq, il n'a jamais eu de prise en charge en institution. Et donc, pour faire progresser son enfant, pour le faire évoluer, depuis toujours, elle paye un EduxP et 2 300 € par mois, mais plus l'URSSAF. Et en fait, aujourd'hui, elle est surendettée parce que depuis quelques années, elle ne peut plus payer l'URSSAF. Elle dit, il faut que je fasse un choix entre mon foyer, mon loyer ou l'URSSAF. Et bien évidemment, je vais garder mon loyer pour garder un toit. Et donc, c'est une femme qui va ouvrir une cagnotte là, dans les prochains jours pour essayer d'être aidée par la solidarité et qui est à bout. Donc moi, dans les pistes que je verrais, je rêverais pouvoir travailler main dans la main avec les organismes. Certains sont là aujourd'hui, les mutuelles, les actions sociales. Je sonne régulièrement à toutes ces portes et c'est pas toujours facile. Il y a du dialogue, on me félicite souvent pour l'initiative, mais quand j'en vois des cas concrets, des dossiers, je me rends compte que c'est très compliqué. Et j'entendais dire tout à l'heure que vous manquiez de dossiers, de demandes, mais moi j'en ai à l'appel. Les 7000 familles, là, elles auraient voulu solliciter des aides comme les vôtres. Après, pour moi, ce serait peut-être de défiscaliser l'achat de matériel médical. À partir du moment où il est vital, on peut demander à l'État aussi d'y participer. Et puis la dernière chose, c'est que nous avons créé en parallèle de la cagnotte des proches un fonds de dotation, parce qu'on avait quand même beaucoup d'entreprises qui souhaitaient soutenir notre initiative. Et donc le fonds de dotation, et pourquoi pas, qui permet aujourd'hui à des particuliers, à des entreprises, de faire des dons sur notre fonds de dotation qui vont être redistribués à des familles qui ont des cagnottes chez nous, mais qui sont chez Litchi, chez l'OASO, et même des familles qui n'ont jamais ouvert de cagnotte, simplement qui ont des restes à charge et qui vont solliciter notre fonds pour pouvoir être soutenus. Merci de votre attention. Merci Anne-Sophie. Bon, on voit qu'on ne manque pas d'idées. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants innovants qui ont tous trouvé à leur manière des solutions pour accompagner les parents aidants? Vous êtes béat d'admiration comme moi? Ça, c'est sûr qu'on est très béat d'admiration, oui. Moi, personnellement, à titre personnel, j'aurais adoré rencontrer Bastien plus tôt et qu'il soit dans ma région, parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup galéré pour la mise en place de solutions pour accompagner les problèmes de motricité. Et je ne sais pas comment d'ailleurs, est-ce que vous envisagez un déploiement à l'échelle nationale, parce que c'est vraiment un concept innovant et qui manque beaucoup aux familles de savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ces accompagnements. C'est ce qu'on s'est rendu compte finalement. On pensait que c'était quelque chose qui était normal, mais en fait finalement pas du tout. Et en ce qui concerne le développement, on est déjà présent Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, bientôt Bretagne et de toute façon d'ici normalement 1 an et demi France entière. Donc ça sera, on pourra intervenir de partout. Et l'idée c'est que oui, toutes ces petites choses qui paraissent être assez simples, finalement, dès que ça s'accumule, c'est des choses qui deviennent très très compliquées et qui, j'en suis convaincu, alors à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui le décrit formellement, mais qui participent à une augmentation de l'épuisement de la population des aidants familiaux au sens large. Là, cette fois-ci, mais carrément. Oui, dans mon expérience personnelle, le facteur de résilience majeur, c'est la qualité de la prise en charge. Dès lors que les familles sont rassurées sur le fait que la prise en charge est de qualité,
ils peuvent retrouver la possibilité de, voilà, ce qu'on appelle la possibilité d'être heureux, c'est-à-dire de se sortir de la préoccupation autour de l'accompagnement. J'ai une petite question pour Anne-Sophie, parce que les cagnottes, c'est ce que vous avez mis en place, c'est génial, mais quelque part ça ne devrait pas exister, on ne devrait pas avoir besoin de faire une cagnotte. Et puis quand même j'entends que voilà, il y a cet exemple que vous avez donné, je ne sais plus lequel c'était, mais un jeune garçon qui est très, très bon communicant, donc il a réussi sa cagnotte. Mais alors tout le monde n'est pas un bon communicant, et tout le monde n'est pas aussi bien accompagné. Et donc, malgré l'intérêt qu'il y a d'avoir cette cagnotte que vous mettez en place, elle est quand même un peu inégalitaire selon qu'on a les moyens de communiquer. Est-ce qu'on va attirer plus... Enfin, il y a des manières d'attirer peut-être plus de dons sur certaines cagnottes dont tout le monde ne dispose pas. Est-ce que la Fondation peut aider à peut-être gommer un peu peut-être Bien sûr, notre fondation, en fait, on va aider un petit peu tout le monde. On essaie surtout de pouvoir finaliser les enveloppes. Ouais. Après, c'est sûr que le réseau fait une grosse différence. Quand vous êtes une catégorie sous-professionnelle plus, là, vous avez du réseau, c'est sûr que vous partez avec beaucoup plus de chance. Mais en tout cas, moi, on s'oblige à appeler chaque famille et à faire notre maximum. On leur dit toujours, on ne fait pas de miracle, mais en tout cas, on va se donner les moyens. Et c'est pour ça qu'on a créé ce studio intégré au sein de, avec Manon, une graphiste très douée. Et voilà, parce qu'on a plein de personnes en situation de handicap qui ne sont pas capables de communiquer, mais on trouve plein de manières, plein d'astuces justement pour faire quand même paraître le message. Et les médias en fait sont un très bon relais pour nous parce qu'un article de presse, un reportage télé, on arrive à toucher beaucoup, beaucoup de monde. Et donc on a des familles parfois qui m'appellent, ils disent voilà, je vous dis, j'ai pas de réseau, je connais personne. Et on a quand même réussi à finaliser des projets parce qu'on se bouge quoi. On est très mobilisés au sein de l'équipe. Je recrute des gens très engagés et qui sont contents de se lever le matin pour venir travailler à la cagnotte des proches. En tout cas, moi, je peux témoigner, quand on participe à une cagnotte des proches, qu'on connaisse ou pas les personnes, il y a une création de communauté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné, on est en contact avec la famille qui donne régulièrement des informations. Et moi, je trouve ça extrêmement vertueux parce qu'on est du coup engagé dans un cycle où on se sent utile, on a envie de continuer à donner, même si on ne connaît pas la personne. Et c'est tout le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chacun, à notre place, on peut faire quelque chose. Et même si on donne 10 €, on a le sentiment que c'est autre chose d'aller sur Kiwi ou il se passe quelque chose quand on donne à la cagnotte des proches. On rentre parce que c'est très bien fait, les appels à dons, la famille, la communication, tout est extrêmement bien fait pour qu'on se sente pris dans cet élan solidaire aussi. Une question très technique, excusez-moi, sur la cagnotte des proches. Vous êtes en concurrence avec d'autres dispositifs de cagnotte non spécialistes qui sont hébergés sur des paradis fiscaux aussi, parmi les cagnottes qui existent. Ouais. Est-ce que d'un point de vue fiscal, tout simplement, il y a quelque chose sur ce type de dispositif ou pour l'instant Non, alors quand la cagnotte est portée par une asso d'intérêt général, on a évidemment la possibilité de remettre un reçu fiscal avec l'accord de l'asso. Mais sinon, on va dire que nos cagnottes, elles touchent surtout des particuliers. Donc malheureusement, non, il n'y a pas de déduction fiscale. Mais on est en France et j'espère qu'on y restera longtemps. Parce que comme il va y avoir des déductions, vous allez rester, c'est pour ça. Ok. D'autres questions ou on passe à la suite, à la synthèse, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois et même à vos quatre. André n'est pas là. Mais...